La France est-elle pédolande? Pourquoi les grands réseaux pédocriminels français sont-ils si protégés? Quel est le rôle des élites dans cette expansion de la pédocriminalité en France? À ces questions répondra Hélène Pelosse, une survivante qui témoigne dans le film événement de Pierre Barnérias. Elle dira ce que les médias veulent nous cacher. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors aujourd'hui, on va parler de ce film événement. On l'a déjà fait il y a un mois de cela, qui est Les Survivantes, mais on doit mettre, je pense, un coup de boost pour que l'ensemble des cinémas français puissent diffuser ce film. Donc on va encore en parler et je reçois pour ça Madame Hélène Pelosse, survivante, aux fonctionnaires. Bonjour chère Hélène, comment allez-vous? Bonjour Mike. Comment allez-vous du coup? Ça va. Ça va bien pour l'instant? Ça va. Bon, vous êtes une survivante. Votre témoignage, et faut se dire, moi j'ai vu le film, est bouleversant. Ça n'a pas été trop dur de parler face caméra de ce que vous avez vécu? Alors non, pour moi, ça n'a pas du tout été difficile de parler face à la caméra de ce que j'ai vécu. Ce qui a été beaucoup plus difficile, c'est ce que j'ai subi avant de parler, puisque moi j'ai fait l'objet d'une tentative de meurtre par ronde. Donc la nuit, la veille du jour où j'ai parlé à Pierre Barnérias. Et donc j'ai été hachée par ondes, ce qu'on appelle des armes électroniques. J'ai été littéralement hachée par ondes toute la nuit. C'est des états de souffrance que je ne peux pas vous décrire. Hein. C'est comme si on vous taillait d'un coup de couteau, sauf que c'est fait par des ondes. Et donc je suis sortie de là exsangue, agonisante de souffrance, avec le centre de la parole bloqué. Voilà, et puis donc quand j'ai pu recouvrer l'usage de la parole, ce qui ne s'est pas fait tout de suite, j'ai appelé Pierre en lui disant de m'envoyer quelqu'un pour tourner les images vides parce que je venais de faire l'objet d'une tentative de meurtre. Donc il m'a envoyé son directeur de production, on a tourné à ce moment-là, et puis quelques semaines après, j'ai été torturée, donc là j'ai eu tout l'entrejambe brûlé, dans toute la zone anale et génitale brûlée par ondes à distance. Donc j'ai eu les muqueuses, mais littéralement parcheminées, donc des états de souffrance, je ne peux pas vous décrire ce que c'est. D'aller aux toilettes, c'est un supplice et un calvaire. Voilà. Donc j'ai vraiment payé dans ma chair pour pouvoir tourner ce film. Comment on le vit ça, justement? On le vit, je vais être très honnête avec vous, moi si j'avais su avant que je souffrirais autant, je n'aurais pas à tourner ces images. Voilà. Mais ça s'est passé, les mesures de rétorsion, ça s'est passé après, entre guillemets. Puis une fois qu'ils vous ont fait, la première fois qu'ils m'avaient fait ça, j'avais qu'une idée, c'était de tourner avant d'être éliminée, entre guillemets. Voilà, c'est à l'aune du combat. C'est à l'aune du combat qu'il y a aujourd'hui parce qu'il est très important que ces choses-là ne se sachent pas pour qu'elles puissent perdurer. En fait, tout est basé sur le secret et l'omerta. Si aujourd'hui tout le monde savait, ces choses ne pourraient plus se produire. Donc vous avez été victime dans votre enfance de torture, de viol. Votre grand-père était franc-maçon, précisez bien satanique. Mmh. Il a été chef d'un réseau pédocriminel. Et parce qu'il était chef aussi d'un réseau pédocriminel, eh bien, il a utilisé aussi sa famille. Il a, on le dire, torturé sa famille. Alors, je ne sais pas si mon grand-père était chef, parce que je pense qu'au-dessus de lui, il y avait d'autres chefs. En tout cas, il était bien gradé. Oui, alors il était bien gradé, c'est-à-dire qu'en fait,
Mon grand-père avait l'avantage d'être médecin, il était également pédiatre, donc qui dit pédiatre, vous avez accès, il avait plein de pouponnières, vous avez accès aux enfants, entre guillemets. Donc effectivement, il était dans ce réseau-là. Quand vous montez dans la franc-maçonnerie satanique, le principe c'est vous sacrifier ce qu'il y a de plus cher au monde. Je te demande, qu'est-ce que vous avez de plus cher au monde? C'est votre famille, en général. Hein, c'est votre famille ce que vous avez de plus cher au monde. Donc il faut sacrifier votre propre famille. Donc on est plusieurs petits-enfants à être passés là-dedans. Je suis la seule aujourd'hui, à ce jour, à m'en souvenir. Voilà, j'ai des cousins, cousines qui ont exprimé des choses, qui ont eu des symptômes qui sont souvenus de 3 choses, mais pas du tout assez pour pouvoir mettre des mots sur ce qu'ils avaient vécu. Et puis contrairement à moi, ils ont été beaucoup médiqués, ils ont été internés en psychiatrie, ce que moi j'ai eu la chance de ne... j'ai jamais subi ça, parce qu'il faut savoir, quand vous rentrez en psychiatrie, quand vous êtes dans un réseau, le réseau vous récupère de l'autre côté. Donc on va vous mettre la camisole chimique, éventuellement d'autres camisoles, une camisole physique s'il faut, etc. Mais en tout cas, vous êtes pris en charge, comme on dit, par le réseau. Donc effectivement, c'est pas toujours une bonne idée, c'est même une très mauvaise idée d'aller atterrir en hôpital psychiatrique quand vous êtes victime, encore une fois, quand ça s'est passé dans le cadre d'un réseau. Alors en ce qui concerne, vous avez évoqué mon grand-père chef d'un réseau, moi j'ai besoin de préciser que les rituels étaient présidés par un primat des Gaules. Un primat des Gaules, je précise ça pour nos auditeurs, c'est l'évêque de Lyon. Donc c'est un évêque qui a un rang particulier dans l'église catholique en France. Donc ça veut dire que c'est un très 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 haut niveau dans l'église, dans l'institution ecclésiastique. Et donc ça veut dire que dans l'église, il y a plusieurs évêques qui font ça. Il y a également l'évêque de Beléars qui était impliqué. Donc le primat des Gaules s'appelait Alexandre Renard et l'évêque de Beléars s'appelait René Dupanloup. Oui, donc c'est l'Église, on peut dire que l'institution a caché et a été complice de ces choses. Alors oui, c'est-à-dire qu'il y a ça dans l'Église, donc pour que ça sorte de l'institution, il faut que ça puisse être dénoncé. C'est très très compliqué à dénoncer. Moi, j'ai besoin de vous partager aujourd'hui que ça fait depuis 2016 que je dénonce ces rituels sataniques dans l'Église et que je me suis heurtée à un mur. C'est-à-dire que j'ai écrit une première fois à Monseigneur André XXIII, qui à l'époque était archevêque de Paris, je n'ai jamais eu de réponse. J'ai écrit une deuxième fois en 2018 à l'archevêque de Paris, Michel Aupetit, je n'ai pas eu de réponse, je n'ai jamais été reçue. Vous entendez, jamais. Donc il y a une forme il y a une forme d'omerta, il y a une forme de on ne veut pas savoir, on ne veut pas recevoir, on ne veut pas écouter. Voilà, moi je rappelle que dans l'Évangile, il y a tout un tas de versets qui parlent de laisser venir à moi les pauvres, les petits-enfants, etc. Moi je suis vraiment la pauvre dans l'Église catholique, au sens où j'essaie de dire la vérité et en face de moi il y a un système qui fait corps, qui se rétracte. Alors je précise qu'il y a quand même quelques individus qui m'ont énormément soutenu et aidé et je profite de l'émission pour les remercier infiniment. Je pense notamment à Gilles, qui est mon frère prêtre. Je pense également à Timothée, qui m'a beaucoup exorcisé. Également Jacques Mabi au Pérou, avec toute l'équipe là-bas. Voilà, il y a Jaroslav aussi, l'abbé Billot. Voilà, je ne peux pas les citer tous, mais vraiment, je voulais profiter de ce moment pour les remercier infiniment. En revanche, l'institution ecclésiastique, elle contribue à l'omerta. Pourquoi ? Parce qu'elle prétend faire la lumière, donc elle prétend accueillir la parole des victimes, et en fait, elle ne le fait pas, ou elle le fait un tout petit peu, ou elle le fait, etc. Moi, je suis allée témoigner de ce qui m'est arrivé devant la commission indépendante d'enquête sur les abus sexuels dans l'Église. Donc, j'ai été auditionnée décembre 2020. Il y a un PV d'audition qui fait une 40aine de pages, et tout ça a été enterré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot sur les rituels sataniques dans le rapport Sauvé. Voilà, quand j'ai demandé à savoir comment, pourquoi, on ne m'a jamais répondu. Et donc ça continue. Donc ensuite, cette commission a fait l'objet de restitution de travaux. Donc moi je me souviens, j'étais à la messe ce jour-là dans mon diocèse qui est diocèse de l'Oise, donc dans ma paroisse qui est la paroisse Vallée de l'Aisne. Et donc le prêtre a dit en chair, voilà, nous avons le rapport Sauvé, c'est tellement merveilleux, la SIAZ a fait un travail merveilleux. Et donc je l'ai accroché, tiré par sa soutane à l'issue de la messe en lui disant, attendez, moi il y a un petit problème, c'est que j'ai été auditionnée, tout a été enterré. Il m'a dit qu'il n'avait pas le temps de me recevoir. Voilà. Et donc ensuite, il y a eu des réunions de restitution dans différentes églises du diocèse de l'Oise.
L'évêque est venu et puis on a restitué les travaux de la SIAZ. Et à ce moment-là, j'ai demandé le micro, toujours pour parler, et là, on m'a interdit de micro. Donc l'évêque a pris mon dossier, puis il l'a joyeusement enterré. Je lui ai fait des petits courriers recommandés avec accusé de réception, mais il ne s'est rien passé. Voilà. Donc moi, je vous témoigne de tout ça depuis 2016. Nous sommes aujourd'hui en 2024, donc ça fait 8 ans que voilà, je porte ce dossier dans l'Église catholique et qu'il ne se passe rien. Il faut que ça sorte. C'est pour ça que moi, j'appelle vraiment les gens qui nous regardent à écrire à leur cinéma, même de quartier. Dites, voilà, nous voulons voir les survivantes. Nous voulons le voir. C'est obligatoire. Dites-moi, donc vous avez perdu la mémoire. Vous avez fini par la retrouver il n'y a pas très longtemps. Pourtant, vous avez fait quand même des grandes études. Vous êtes devenu haut fonctionnaire, même diplomate. Dans la diplomatie, vous avez travaillé avec M. Borloo. Quel a été le déclencheur de ce retour de la mémoire ? Alors, il y a beaucoup de choses c'est tout un ensemble, on va dire. Disons que moi, j'ai pu commencer à me souvenir quand j'ai commencé à arrêter de courir. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous êtes traumatisé, que vous avez un syndrome de stress post-traumatique ? En fait, vous avez un système de fuite où vous fuyez ce qui est stocké dans votre inconscient, mais qui n'est pas dans votre conscient. Et donc l'idée, c'est une espèce de course, de fuite en avant, pour pas être confronté à ça. Quand j'ai commencé à m'arrêter suite à, on va dire, ma carrière, à un moment, j'ai eu ce qu'on appelle un accident de carrière. Et donc là, je me suis posée. Et c'est la première fois de ma vie où je me souviens que je pouvais rester de très longues minutes, voire de très longs quarts d'heure, allongée sur mon lit sans rien faire. Voilà, donc simplement de se poser. J'ai commencé aussi une thérapie à l'époque, parce que j'allais très très mal. Et c'est revenu en fait dans un contexte où j'ai commencé à lire et ça parlait de prêtres qui violaient. Et ça a été vraiment déclencheur pour moi, c'est-à-dire que là je suis littéralement partie en enfer et mon corps s'est mis à revivre les rituels, mais j'étais incapable de mettre des mots sur ce que je vivais à ce moment-là. C'était quoi, à base de flash ? Non, alors là, c'était pas des... Enfin, il y a eu un peu de flash, mais pas tant que c'était surtout une mémoire kinesthésique. Vous voyez, c'est que votre corps se souvient de ce qu'on lui a fait. Donc vous ressentez... il y avait des émotions, il y avait des sensations kinesthésiques de torture, donc de souffrance physique. Je faisais même des sorties de corps. C'était tellement dément, la mémoire de la douleur, que je sortais de mon corps. Alors qu'à l'époque, j'avais 42 ans, et que ça faisait des années que je n'étais plus torturée. Mais en fait, c'est comme si mon inconscient lâchait tout, et en lâchant tout, il lâchait aussi ce que j'avais fait dans les rituels, ce qui est très, très bien connu, expliqué notamment par un psychologue dans le film, c'est-à-dire que c'est un état dissociatif aigu, donc vous sortez de votre corps, sous l'effet de la souffrance, vous êtes totalement dissocié, quoi. Il y a une partie de vous, c'est comme si votre conscience était à l'extérieur de votre corps. Comment se déroulait alors, vous répondez si vous le souhaitez. J'espère que cette question ne va pas vous heurter. Et comment se déroulaient justement ces rituels ? Alors les rituels, il y a différents types. En tout cas, il y a un peu des choses fondamentales. Les choses fondamentales étant qu'il faut faire le maximum de mal et de provoquer le maximum de souffrance. Donc, moi, en ce qui me concerne, c'était des rituels, donc, encore une fois, présidés par des prélats de l'Église catholique, donc totalement inversés. Alors, inversé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous faites une messe inversée. Au lieu d'avoir une messe, entre guillemets, normale, vous faites une messe noire. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez torturer des enfants, les faire se torturer, selon des étapes un peu prédéterminées, jusqu'au sacrifice ultime, où là, vous sacrifiez... un être humain, vous sacrifiez des enfants, donc qui sont égorgés, on recueille leur sang dans un calice, et ensuite il faut boire le sang de l'enfant et manger sa chair. Donc il y a du cannibalisme sous ces deux espèces, parce qu'on singe la messe jusqu'au bout, donc il y a le corps et le sang. Et puis il y avait également, donc, notamment pour moi j'avais une fonction de nettoyeuse dans les rituels, parmi plein d'autres choses, mais c'est quelque chose que j'ai dû faire. Donc nettoyeuse, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez des monceaux, des cadavres d'enfants, puisque les enfants ont été éventrés, dépecés, brûlés, massacrés, violés, tronçonnés, on a prélevé des organes, on a bouffé un morceau de leur chair, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, ça fait tâche, entre guillemets, vous voyez, il y a des bouts partout. Donc à ce moment-là, on me disait, va faire les courses. Vous voyez, j'ai encore une réaction là. Moi, cette phrase, elle m'a toujours fait toute ma vie péter les plombs. Je pouvais dire, je vais faire les courses, nous allons faire les courses, mais va faire les courses, c'est
monstrueux parce que c'était le commandement que mes bourreaux me donnaient dans les rituels. Ça voulait dire que je devais prendre un seau et aller ramasser tous ces morceaux de corps, mettre tout ça dans un seau, et ensuite il fallait que je fasse la cuisine. Voilà, il fallait que je cuisine tout ça et que je serve ça à manger. Donc, et qu'ensuite je nettoie. Ensuite, il fallait faire une vaisselle satanique de tout ça. Donc moi, j'ai eu pendant des années, je sais pas, d'ailleurs c'est pas fini de guérir chez moi, j'ai encore ça pour la vaisselle. Donc va faire les courses. Bon, quand vous retrouvez, déjà vous pouvez retrouver l'engramme, donc après vous pouvez travailler pour dissocier cette espèce d'émotion monstrueuse qui est collée à la phrase. Et une autre phrase comme ça qui est j'ai été patient. J'ai été patient, ça c'était la phrase de mes bourreaux quand je faisais pas assez vite les choses, etc. Ils disaient j'ai été patient, ça voulait dire que ça allait vraiment chauffer. Que ça allait être le pire du pire qui allait venir sur moi parce que je faisais pas assez vite ce qu'il fallait, que ce soit torturé, enfin toutes les choses monstrueuses qu'ils nous faisaient faire. Donc moi j'avais comme ça, c'est pas des déclencheurs, hein, c'est des phrases qui vous mettent en syndrome de stress post-traumatique parce qu'elles vous rappellent, elles sont directement collées à votre mémoire qui est dans l'inconscient. Donc par exemple, moi, faire la vaisselle, vous voyez, prendre simplement quelque chose et le tourner sous l'eau, bah, c'est un syndrome que j'ai eu pendant des dizaines d'années toute ma vie. Je n'en suis d'ailleurs aujourd'hui pas guérie, même si j'ai retrouvé beaucoup et je sais que c'est dû à ça. Mais ça continue à me stresser de devoir retourner un plat sous l'eau. Donc vous aviez ce rôle de nettoyeuse. Qu'est-ce qui a fait que vous n'étiez pas à la place de ces enfants, de ces cadavres d'enfants ? Qu'est-ce qui a fait que vous aviez, malgré toutes les tortures, au final, la vie sauve ? Alors d'abord, moi je veux dire que c'est quelque chose qui reste encore un mystère pour moi aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire qu'il n'y a aucune automaticité dans cette affaire parce que donc moi je suis un programme, j'ai été programmée pour tuer, donc vous imaginez ce qu'on fait pour vous entraîner à ça. Et que j'aurais très bien pu mourir dans le programme. D'ailleurs, à un moment, j'ai fait une sorte de coma, enfin voilà, et ça s'est arrêté. Ma programmation s'est arrêtée à peu près à ce moment-là. Mais j'aurais très bien pu succomber dans le programme, et c'est pas un petit problème, parce que mon grand-père étant médecin, il aurait fait un joli certificat de décès, enfin voilà, tout ça aurait été... j'ai envie de dire, c'est un non-sujet, donc moi j'ai vraiment un syndrome de survivante, c'est-à-dire je continue à me demander pourquoi moi je suis toujours en vie, et pourquoi... C'est une question qui vous hante ? C'est pas une question qui me hante, c'est une question à laquelle j'ai pas d'explication. Je crois que j'aurai la réponse au ciel et qu'à ce moment-là, tout sera limpide. Mais c'est surtout moi, je me suis aussi beaucoup posé cette question-là parce que moi, je suis très torturée par ondes et que ma vie est souvent totalement insupportable à cause de ça. Il m'est arrivé, je suis désolée de devoir le dire comme ça, mais il m'est arrivé aussi d'envier les enfants qui étaient partis il y a une 50aine d'années maintenant de ma vie et d'être pas partie à ce moment-là, c'est vrai. Quand vous parlez de programme, c'est quoi ? Est-ce que c'est équivalent au programme américain MK Ultra ? Oui, tout à fait. Donc vous êtes programmé selon c'est vraiment une science de la torture, hein, c'est-à-dire que tout ça a été totalement étudié par des blouses blanches, par des médecins spécialistes du cerveau. Et donc on vous conditionne, on vous programme à faire un certain nombre de choses, on vous torture d'une certaine manière. Donc, je peux vous donner des exemples. Moi, j'ai subi un rituel sur les 5 sens. Donc, vous êtes torturé, brûlé sur les différentes parties du corps qui sont liées aux 5 sens. Excusez-moi, j'ai besoin de faire une pause. J'ai subi aussi un rituel sur les chakras. Donc, pareil, vos différents chakras sont brûlés avec un rituel qui est fait. J'ai subi également un rituel où on m'arrachait l'ongle. Donc l'ongle de l'orteil droit, du gros orteil. Donc l'ongle était arraché. Il fallait que mes bourreaux me l'arrache, ensuite le lèche. Et ensuite l'ongle repoussait et puis on recommençait. Voilà, donc moi pendant des années, je pétais littéralement des plombs lorsque je voyais sur des personnes, pas moi-même, donc je vous parle d'une période qui est bien postérieure à la période où ces rituels se déroulaient. Donc à ce moment-là, j'avais les ongles qui avaient repoussé et je n'étais plus torturée, mais je pétais littéralement les plombs quand je voyais vous savez, quand on perd son ongle et que l'ongle repousse, il y a une petite... voilà, il y a un petit moignon d'ongle, on va dire, et l'ongle se met à repousser. Donc, moi, la vision de l'ongle qui repoussait, ça me foutait dans des états de terreur interne qui étaient monstrueux. Mais comment on survit à ces tortures ? Vous devez avoir quand même une volonté, même si parfois vous dites j'aurais préféré être à la place de ces enfants, mais vous aviez quand même une volonté de vivre.
Alors, je sais pas, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à 10 ans, j'ai essayé de me suicider, parce que ma vie était c'était l'enfer. J'ai vraiment délibéré avec moi-même à ce moment-là, si quelque chose me retenait, et à 10 ans, j'ai décidé que non, je voulais partir. J'ai essayé de m'électrocuter, je me suis électrocutée, je suis sortie de mon corps, parce que je me suis vue de dos. Je raconte ça dans le film aussi, et j'ai réintégré mon corps. Voilà, et donc j'ai jamais compris pourquoi je m'étais ratée, entre guillemets, puisque j'étais sortie de mon corps, j'aurais peut-être pas dû re-rentrer, mais toujours est-il que j'ai réintégré mon corps. Moi, je crois vraiment que... C'est un message? Je crois que j'ai été sauvée à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'a été révélé par la suite, beaucoup par la prière, c'est que, on va dire que le monde céleste est intervenu pour que je réintègre mon corps et que je ne parte pas à ce moment-là. Après, c'était vraiment un combat... Quand j'ai commencé à retrouver la mémoire, ça a été vraiment aussi 10 ans d'enfer. Et il y a vraiment beaucoup de fois où j'ai voulu passer l'éponge et partir, parce que c'est plus compliqué souvent de rester, de métaboliser le mal qui vous est arrivé, quand vous arrivez à vous en souvenir, que de... Enfin, j'ai envie de dire, voilà, on se dit qu'en partant, tout ça s'arrête, quoi. Et c'est la grande paix. Oui, mais vous n'êtes pas parti, vous êtes toujours avec nous. Je suis pas partie, je pense que j'ai eu beaucoup d'aide. J'ai eu beaucoup d'aide. Il y a aussi le fait que moi, je suis devenue croyante à 43 ans, donc avec mon chemin de libération, ça s'est fait à ce moment-là. Et c'est plus compliqué de se supprimer quand on a la foi. Voilà, moi je caresse parfois encore l'idée quand j'en peux juste plus, que c'est trop difficile. Et souvent à ce moment-là, il y a des grâces, il se passe quelque chose dans ma vie pour que j'ai du soutien, vous voyez. Ça prend des formes différentes, en général assez surnaturelles, pour que je continue à avoir la force d'avancer. Ces tortures, elles ont duré combien d'années? Oh, ça a duré... moi, ça a commencé très tôt, j'étais bébé. Des choses que j'ai retrouvées, j'étais vraiment tout bébé. Mes parents habitaient au Canada à ce moment-là. Donc ça a commencé au Canada. Puis ensuite, quand on est rentré en France, c'est avec mon grand-père et le réseau sataniste de l'Église que la continuité a été instaurée, on va dire. Mais jusqu'à... Oui, je dirais 11 ans à peu près, 10-11 ans. Et pourquoi ça s'est arrêté après 11 ans? Moi, ce que je comprends, c'est que j'ai fait une sorte de coma. Enfin voilà, il s'est passé quelque chose dans les rituels qui fait qu'entre guillemets, ça s'est arrêté. Alors, en fait, ce qui s'arrête, c'est les tortures physiques. Mais ce qui ne s'arrête pas, c'est que vous continuez à être dans les bases de données de l'état profond et vous continuez à être suivi par lui. Donc, à ce moment-là, vous êtes sous contrôle mental. Donc, l'état profond, c'est toute votre vie, influence votre vie, vous envoie des pensées, des émotions, contrôle littéralement votre cerveau, quoi. Donc, il y a toute une phase où vous êtes en fait, non seulement vous êtes spirituel, mais vous êtes encore dans une cage psychotronique. Donc, c'est un contrôle mental qui est à la base d'ondes. Et on vérifie que vous êtes bien l'esclave de cet ordre qui vous a formaté et programmé. C'est pour ça qu'il a souhaité que vous soyez dans la diplomatie, j'imagine. Alors, je ne sais pas s'il a souhaité, j'ai envie de dire que... Après, moi, j'ai fait des études, j'ai avancé, etc. Ce qui est sûr, c'est que quel que soit l'endroit où vous êtes, il vous utilise puisque vous êtes fait à sa main, entre guillemets. Donc... Voilà, on peut dire que votre esprit est programmé. Enfin, il n'y a pas d'autre mot pour expliquer ce que c'est. Et ce qui est très compliqué pour moi, c'est que même si j'ai eu beaucoup de libération, je suis sortie d'une partie des griffes de ce qui a été programmé sur moi. Mais moi, je suis pas. Je suis continuée à être torturée et suivie par ondes, et ça, c'est loin d'être. C'est pas terminé. Donc, il y a un moment, ils font ça d'ailleurs pour vous détruire, parce que finalement, vous n'êtes plus bonne à rien du point de vue de cet ordre. Vous savez que les gens qui font ça, ils n'ont aucun respect pour la vie humaine, aucun respect pour l'altérité. L'objectif, c'est que si leur avez appartenu, vous devez continuer à leur appartenir. Donc à partir du moment où vous ne servez plus leur dessein, on peut tout aussi bien vous envoyer des ondes pour vous éliminer, entre guillemets, vous rendre folle ou ce type de choses. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ces attaques d'ondes pour ceux qui nous regardent et qui peut-être, pour certains, peut-être le vivent? Alors oui, tout à fait. Moi, j'appelle les gens qui vivent ça aussi à se mettre en lien avec moi, parce que je pense que c'est important qu'on puisse expliquer à nos contemporains ce que c'est, puisque par définition, ça marche parce que c'est tenu secret.
si c'était beaucoup plus diffusé comme information et s'il y avait une conscience de ça. Donc peut-être ce qu'on peut faire, je propose, est-ce qu'on peut projeter le petit schéma ? Voilà, on va le projeter. Voilà. Ouais, moi je suis désolée parce que la photocopie n'est pas de très bonne qualité. Donc ça, c'est un petit schéma qui explique, alors c'est une palette des tortures possibles et imaginables, mais c'est évidemment loin d'être exhaustif. Donc on va commencer en haut de la tête. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut... Il y a des technologies qui existent aujourd'hui, on peut lire vos pensées et on peut également vous diffuser des pensées. Donc ça veut dire qu'on influence littéralement qui vous êtes. Vision forcée à l'état de veille. Donc ça veut dire c'est une forme de télépathie synthétique, donc on vous envoie des visions. Moi, je vais vous donner un exemple tout bête. Moi, chaque fois que je rentre chez moi, alors je l'ai moins maintenant, parce que bon, ils ont dû se lasser, ils vont y trouver autre chose. Quand je pousse la porte de chez moi, j'ai une vision dans mon cerveau qui s'inscrit. Je précise que je suis à l'état de veille, je ne suis pas du tout dans un état de sommeil, donc je suis en train d'ouvrir la porte de chez moi, j'ai une vision qui surgit. Donc il y a un homme dans cette vision avec un bidon d'essence qui déverse un bidon d'essence dans mon salon et qui met le feu à ma maison. Voilà, ça c'est le logiciel. Voilà, donc Hélène Pelos, quand elle rentre chez elle, voilà ce qu'on lui fait. Vous avez alors mouvement forcé de la mâchoire et de claquement de dents. Je coche également la case. Donc ça, on actionne vos muscles à distance. Donc on vous fait claquer des dents. Alors moi, ce qui me fait aussi beaucoup, vous l'avez vu, Mike, au tout début de l'émission, donc c'est agitation des bras et des membres. Donc moi, je ne peux pas contrôler concrètement. C'est-à-dire que voilà, mes membres inférieurs et supérieurs vont être secoués de tremblements et de spasmes. Ça et la mâchoire, ça c'est un très grand classique. Alors toutes les brûlures en tout genre. Donc on va vous brûler toutes les parties du corps. Voilà, donc ça peut les membres, vraiment toutes les parties du corps, ça aussi je connais. On va également avoir des sensations d'aiguilles, quand on enfonce des aiguilles dans votre peau. C'est extrêmement désagréable aussi. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle, ce qui est fait par des paradoxeurs, donc on va vous induire du sommeil. Donc au moment où vous devez faire un truc très important, notamment pour que des choses liées au combat spirituel qu'on vit aujourd'hui, on va vous envoyer des ondes qui vont vous foutre dans un état de... Vous endormez littéralement, quoi. Vous ne pouvez plus rien faire, vous pouvez également vous effondrer sur vous-même, votre corps peut être projeté aussi. Moi j'ai vu ça, le corps projeté à un autre... à 3 mètres, quoi, littéralement dans la même pièce. Moi, alors ce que j'ai beaucoup aussi, c'est le blocage du centre de la parole. Donc il vous envoie des ondes qui font que vous ne pouvez plus parler. Vous pouvez encore penser, mais vous ne pouvez plus parler. Donc il faudrait notamment, quand je dois avoir des entretiens téléphoniques avec des personnes pour discuter de ce genre de choses, par exemple, ou pour communiquer à d'autres ce genre de choses, là, bon, voilà, hop, ils vont bloquer le centre de la parole dans le cerveau. On peut évidemment vous déclencher des battements cardiaques, vous faire accélérer votre cœur. Ça peut bien sûr aller jusqu'à arrêter votre cœur. Ça, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Oui, faire que vous démangiez, etc. Alors moi, il faut un truc, ça c'est vraiment réservé aux gens qui ont été ritualisés. Ils vous renvoient par onde la mémoire. Donc ça, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Mais quand on vous fait une torture particulière, votre cerveau, il réagit par une onde de souffrance, entre guillemets, liée à une douleur particulière. Tout ça, c'est stocké, mémorisé, enregistré. Bon, pour comprendre comment ça marche, il faut aussi comprendre qu'il y a eu des recherches sur le cerveau incroyables qui ont été faites depuis la Seconde Guerre mondiale, mais que tout ça n'est pas forcément mis sur la place publique. Donc en fait, ils vous renvoient, moi, ce qu'ils essaient pour me contrôler, me garder sous la chape de plomb de ce qu'ils m'ont fait enfant, c'est qu'ils me renvoient les mémoires de torture de ce qu'ils m'ont fait. Donc d'un seul coup, moi, je vais ressentir une douleur dans mon orteil droit, comme si on me l'arrachait encore aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, plus personne ne m'arrache l'ongle de l'orteil droit, mais je ressens la souffrance. Brûlure des parties génitales, anales, etc. Enfin, électrocution, ça c'est un grand truc qu'il me faut. Il me renvoie un nombre d'électrocutions dans le cerveau. Voilà, donc ça c'est vraiment les ondes. Après, je passe sur d'autres choses que j'ai eues. Câble internet coupé, maison intrusée, pneus crevés. Enfin, ça, on va dire, c'est du classique. Ça n'a rien à voir avec les ondes, mais ça se fait aussi, bien sûr. On va passer, chère Hélène, en tout cas, je vous remercie pour ce témoignage très fort et bouleversant. On va passer à la discussion avec nos amis qui sont autour de la table. D'abord, je vais les présenter. Nous avons Jean-Luc Robert, psychologue. Bonjour. Je suis vraiment très content que vous soyez là. Vous avez vu le film, oui. Et vous êtes sorti comment de ce film ? Bouleversé, comme beaucoup de spectateurs. C'est des témoignages glaçants, parce que
Ces femmes, 8 survivantes témoignent, elles sont vraiment survivantes. Hein. On se demande comment elles ont survécu à tous ces traumas infligés. Je vous invite à aller le voir vraiment. J'espère qu'il restera le plus longtemps possible en salle et qu'il passera. Là, moi, je l'ai vu au Grand Rex. Hein. Il y a eu 3 séances de suite et les salles étaient bondées. Les gens sont restés par la suite et ont parlé, ont témoigné. Ensuite, les survivantes, dont vous, madame, ont eu la gentillesse de rester l'après-midi à discuter avec les spectateurs. Donc on a pu en apprendre, j'avais vu tout ça, puis j'ai suivi sur Internet aussi les témoignages de madame. Donc beaucoup de gens sont incrédules face à cela. Moi justement, par rapport à ce que disait madame, je veux dire, oui, alors, on va en parler, oui. Mais d'abord je présente Marc Daoud. Marc Daoud, journaliste, directeur de publication de Nexus. Bonjour Mike. Tu as fait aussi beaucoup d'enquêtes sur ces questions-là. Oui, à Nexus, on a vraiment enquêté beaucoup sur ces sujets de réseaux pédocriminels, rituels. C'est vrai que c'est un domaine dans lequel il est très difficile en tant que journaliste d'enquêter. Et c'est pour ça que le témoignage d'Hélène est extrêmement courageux. C'est vraiment une femme courageuse vu le sujet qu'elle aborde. Et la difficulté dans ce genre de sujet, comme dans tout phénomène qui touche à la pédophilie, pédocriminalité, etc., c'est effectivement la sidération, le silence, l'omerta qui envahit les victimes et qui rend le grand public incapable d'y croire. Et ça me rappelle ce fameux rapport du juge Durand sur ces 30 000 témoignages qu'il avait reçus quand il était encore à la tête de la Ciivise, la commission contre l'inceste et la maltraitance sur les enfants. Alors certes, il n'abordait pas encore le sujet des rituels sataniques, mais en tout cas de la pédophilie et des maltraitances sur enfants, et il a titré son rapport « On vous croit », tellement le sujet de la crédibilité de ce que vivent ces victimes est au cœur de la résolution de ces problèmes. Merci, cher Marc Daoud. On va avoir cette grande discussion tous les 4, mais avant ça, les petites annonces. Envie de lire un magazine rentable ? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment ? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif ? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle, la seule lecture rentable. Merci à vous d'être si nombreux et abonnez-vous à la lettre d'information de Géopolitique Profonde. Nous avons ce mois-ci un nouvel auteur, Jean-Michel Vernochet. Il écrit sur le wokisme, transhumanisme. La lettre d'information, c'est vraiment la lettre de Géopolitique Profonde, c'est vraiment de l'information que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Donc vous cliquez sur le lien ci-dessous et vous vous y abonnez. Cher Jean-Luc. Oui, donc je voulais poursuivre sur le fait que les personnes ont beaucoup de mal à croire ces témoignages. Moi, c'est vraiment ce qui me semble frappant quand je vais sur Internet, que j'écoute les reportages dans toutes les émissions. Les gens, comme disait Marc Daoud, ne croient pas à ces histoires en disant bon, ça va. Et puis j'ai aussi entendu dans votre interview que vous disiez que vos proches disaient que non, stop, je veux plus que tu me parles de ça. Voilà, il y a une forme de blackout, silence, je peux pas entendre ça, c'est trop compliqué. Et ce que je veux dire, c'est que c'est un double traumatisme pour ces personnes parce qu'effectivement, elles ont eu ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. Vous savez que c'est un mécanisme de défense, on peut parler d'une amnésie finalement pour sauver la personne, pour la laisser en vie, si je puis dire. Hein. Parce que si vous vous souvenez de tout cela, vous avez envie, comme dit madame, de vous supprimer. C'est insupportable pour la conscience du sujet de se dire qu'il a vécu telles atrocités. Et finalement, quand ces personnes font un chemin, c'est-à-dire le chemin qu'a fait madame, pour se souvenir, ça demande un effort énorme pour aller chercher, comme dans une cave, quelque chose, exhumer quelque chose qu'on ne veut plus entendre parler, et que finalement, autour de soi, les gens sont sceptiques et n'y croient pas, c'est vraiment un double trauma. Donc ce qui est compliqué, moi je crois que vraiment le combat pour ces dames qui ont vécu ça, c'est de dire qu'on les croit et qu'on arrive à les croire et à les comprendre et à se dire que c'est possible. Et moi, en tant que psychologue, c'est vrai, quand j'entends cette histoire d'onde, je me dis, mais c'est quand même dingue, parce que je me dis, madame a parlé de la psychiatrie et je sais que beaucoup de personnes vont faire le parallèle et vont se dire bon, ce sont les cas psychiatriques qui affabulent. Ce que je tiens à dire, c'est que la technologie au service du mal, c'est peut-être possible et on ne peut pas l'imaginer parce que nous, aujourd'hui, nous n'avons pas accès à tout ça. Tout ce qu'a dit madame, moi, je ne connais pas. Je pense que tous autour de cette table, nous ne connaissons pas les technologies qui peuvent être mises en place. Par contre, je sais une chose, c'est que d'un point de vue technologie,
qu'on est capable de faire des choses incroyables aujourd'hui avec les téléphones portables, les vidéos en ligne, ça passe par le satellite, tout ça. Voilà, si je demande à quelqu'un d'expliquer comment ça fonctionne autour de cette table, on n'est pas capable d'expliquer et pourtant on est capable de faire des choses incroyables au niveau technologique aujourd'hui. Et ce qu'il y a, c'est quand on parle d'histoire d'ondes, si vous allez voir un psychiatre aujourd'hui, vous lui dites voilà, moi j'ai des problèmes avec à distance avec des ondes, on m'a fait ci, on m'a fait ça, le psychiatre va dire ok, il va mettre la personne est atteinte d'un trouble psychiatrique, sous médicament. Mais sous médicament, elle délire et il va pas aller au-delà, il va pas chercher. Et c'est compliqué d'arriver à se dire on vous croit. Et je crois que ces personnes ont besoin qu'on les croie et qu'on comprenne que ça existe, même si nous, on n'a pas accès à ces technologies-là. Moi, j'ai bien du mal, je serais bien incapable d'expliquer comment on peut par onde atteindre quelqu'un, mais je suis en même temps incapable d'expliquer comment par onde on peut me faire voir une vidéo, enfin par satellite sur mon vidéo. Donc il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Oui, bref, alors. Non, mais je rebondirai là-dessus parce que ça m'a rappelé une histoire. Je peux reprendre après. J'étais vraiment très rapide parce que justement, ça m'a rappelé, c'est pas si farfelu que ça, ces histoires d'ondes. Mais quand c'est dans l'autre camp, il y a des articles officiels qui existent et tout ce qui est lié à des attaques par ondes ont déjà été référencés dans des articles très officiels journalistiques en France, dans des médias mainstream, sous la terminologie du syndrome de la Havane. Alors qu'est-ce que c'est le syndrome de la Havane ? C'est à partir de 2016. Des diplomates américains, des agents de la CIA, une centaine de personnes impliquées, des personnes avec des hautes fonctions dans l'appareil d'État américain, qui ont été touchées de l'affection de la santé, troubles de la vision, nausées, vertiges, des choses beaucoup plus graves. Et ça a été tellement relayé qu'ils ont fini par supposer, parce qu'il y avait des agents russes dans le coin, qu'il y avait une technologie d'arme. Ils appellent ça à énergie dirigée, une arme sonique russe qui aurait pu être utilisée. Et c'est tout à fait officiel parce qu'ils ont très vite compris qu'avec des armes à type ultrason dirigé, on pouvait atteindre le système nerveux central. On sait que le corps humain est composé d'énormément de phénomènes électriques qui composent les phénomènes physiologiques. Et dans ce cas-là, on ne parle pas de complotisme, on ne parle pas de gens farfelus, parce que ce sont des hautes personnalités américaines. Et donc, ça a un nom, syndrome de la Havane. Je voulais juste le dire parce que ça permet de mettre quelque chose de concret sur un phénomène qui peut paraître farfelu, mais qui n'en est pas. Et il ne faut pas croire que les Russes qui auraient cette technologie, de l'autre côté, l'OTAN et les États-Unis et les membres de l'Occident, des pays occidentaux, ne l'auraient pas non plus. Justement, chère Hélène, est-ce qu'il n'y a pas aussi une souffrance du fait que peut-être que les gens vont dire « Ah mais je ne la crois pas ». Oui, alors vous savez, moi je suis un peu au-delà de tout ça parce que, on va dire que ma vie a été très guidée et j'ai vraiment été amenée à comprendre les symptômes que j'avais, à lire beaucoup de choses dessus, etc. Donc déjà, moi j'invite tous les auditeurs qui ne comprendraient pas, et j'entends votre scepticisme parce que moi-même, avant de comprendre, je ne comprenais pas comme vous. Moi je vous invite à vous abonner à morpheus.fr parce que c'est un petit journal, ça coûte 30 € par an, il y en a un tous les 2 mois, morpheus.fr, MORPHE. us.fr et il y a beaucoup d'articles sur le contrôle mental et ses armes, c'est bien documenté là-dessus, donc vous pouvez aller voir. Maintenant, je vous invite à vous interroger. Vous qui nous écoutez, vous vous souvenez de la question de la guerre au Rwanda, le génocide au Rwanda. Comment imaginer que d'un seul coup, il y a 2 ethnies qui se mettent à s'entretuer à la machette, etc. Il faut que vous compreniez que ça a été provoqué par des ondes. Et une fois que vous avez compris ça, vous comprenez beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on a arrosé les cerveaux de ce pays-là avec des ondes, voilà, et ça a contribué au massacre. Il faut que vous compreniez que c'est une arme qui est utilisée. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de chars, etc. Si vous voulez faire la guerre, vous contrôlez l'esprit de votre adversaire, de votre ennemi, et c'est la manière. Et il y a une course à l'armement pour le contrôle psychique des populations qui existe aujourd'hui dans le monde. Il faut que vous sachiez qu'on est tous plus ou moins sous contrôle mental, avec, vous voyez, tout ce que vous parlez des téléphones tout à l'heure, Jean-Luc, c'est quelque chose qui devient généralisé, qu'on peut balancer tout un tas de messages subliminaux, qu'on contrôle nos cerveaux littéralement, et qu'il faut énormément de force et de prise de conscience pour essayer de s'en détacher un tout petit peu. Donc, en fait, c'est une ignorance des technologies à la base qui fait qu'il n'y a pas de conscience de ça aujourd'hui.
Alors, justement, moi j'allais dire, juste parler que des recherches en parapsychologie qui sont très poussées depuis des années. On le sait pour la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Je voulais parler de l'expérience de Stanley Milgram, un psychologue américain dans les années 63 qui a montré que le cerveau humain était très suggestible, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une expérience que connue par beaucoup de gens. On injecte, on met quelqu'un lambda dans une pièce, on lui fait voir à travers une vitre une autre personne que l'on torture avec bien sûr des décharges électriques de plus en plus importantes et on lui dit, là on lui administre une dose qui n'est pas mortelle, validée. Et la personne impressionnée par l'autorité du médecin blouse blanche qui lui dit validé, la personne valide. Milgram a mis cette expérience en place suite au procès de Nuremberg, vous savez, par rapport aux Allemands qui avaient massacré absolument la Seconde Guerre mondiale, et pour montrer à quel point ces officiers, sous-officiers, enfin toutes les personnes qui étaient un peu sous hypnose, si je puis dire, collective, autour du monstre qui était Hitler, eh bien, on répondait à des chefs. Eh bien, le cerveau est très suggestible. C'est-à-dire que la parapsychologie, ce sont des recherches, comme dit madame, les armées l'utilisent pour alors faire la guerre ou autre, mais pour pouvoir influencer, et on sait très bien, pour tout simplement au niveau du spectacle, que l'hypnose, avec les Gérard Marjax et tout, ça fonctionne. Quand on met quelqu'un sous un état hypnotique, ce que m'a dit madame, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Il y a les technologies, il y a les ondes, mais il y a aussi l'état hypnotique, il y a aussi des mots-clés qu'on déclenche quand on lui dit, par exemple, va faire la vaisselle. Ça, c'est par exemple, c'est aussi des codes, des mots-clés qu'on retient. C'est une façon de lui donner un ordre, une injonction qu'elle retienne faire la vaisselle, ça veut dire ramasser les cadavres, ce qui reste. Et après coup, ça revient au niveau de l'amnésie, faire la vaisselle. Et on voit bien qu'aujourd'hui, faire la vaisselle, ça reste quelque chose comme si on avait intimé un certain ordre sous hypnose. Ça devient quelque chose d'infernal toute sa vie. Ça sera compliqué de faire la vaisselle. Vous voyez, ça montre qu'il y a des éléments très marquants en termes de psychologie, sans même parler d'ondes. Vous pouvez, parce que là, on parle de choses moi que je ne maîtrise pas, j'avoue, mais parler simplement au niveau psychologique, vous pouvez, avec l'expérience de Milgram que je vous ai montré, alors la personne, pour terminer l'expérience de Milgram, aller jusqu'au bout, jusqu'à tuer la personne. Alors en gros, c'était un acteur de l'autre côté, mais on lui disait, voilà, maintenant vous allez administrer une dose mortelle d'électricité, faites-le. Et la personne dit, non, mais vous êtes sûr, oui, faites-le parce que je vous l'intime de le faire. Et la personne administrait la dose mortelle. Donc ça veut dire, et tous, on est tous suggestibles, on se dirait tous, non, moi je le fais pas, moi, je suis non, on est sous influence quand on a une personne d'autorité, en tout cas, qu'on légitime à ce poste-là. Donc Hitler et ses officiers, notamment l'étaient malheureusement, mais même une autre personne d'autorité vous intime de faire quelque chose et vous le faites. Et là, dans ces sectes pédosatanistes, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez, il y a un système pyramidal. Comme dit madame, à un moment donné, on vous demande de sacrifier vos propres enfants. Mais on ne vous le demande pas dès que vous avez mis le pied. C'est petit à petit, vous montez dans la hiérarchie. Et après, vous devenez de plus en plus à leurs mains, de plus en plus sous emprise. Et donc, à un moment donné, comme l'expérience de Milgram, vous finissez par tuer vos propres enfants, etc. Mais donc, c'est un endoctrinement qui se fait. Et là, sans parler d'ondes, c'est un lavage de cerveau mental, psychologique. Au niveau psychologique, on peut laver le cerveau de quelqu'un. Comme dans une secte. Voilà, comme dans toutes les sectes, les sectes qui ne sont pas forcément pédosatanistes, mais j'ai envie de vous dire, dans les sectes, il y a toujours une affaire de quasiment de pédocriminalité. Souvent, les patrons, Jody Mandreau, on l'a vu, tout ça, profitent des petits-enfants pour les abuser. Donc, c'est très, très proche du fonctionnement des sectes. Et donc, comment la personne est résiliente par rapport à ça? Comme dit madame, heureusement qu'elle a trouvé la foi pour essayer de la sauver, malgré le fait qu'elle ait tenté de mettre fin à ses jours plusieurs fois. Mais je veux dire, il y a des personnes, là, elle est survivante, mais il y a des personnes qui n'ont pas survécu à ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des personnes qui finissent par se suicider et qui ne sont pas là parce que c'est tellement horrible. Et nous, dans nos sociétés, pour terminer, nos sociétés occidentales, on a beaucoup de mal à imaginer que ça soit possible parce que je crois qu'on s'est déconnecté du sacré. Vous savez bien que dans le Moyen-Âge, on était plus dans les croyances, dans les rituels avant. Après le Moyen-Âge également, et je veux dire, aujourd'hui, on est dans le monde moderne de technologie, Internet, etc. Et on n'est plus dans le sacré, on n'est plus dans l'invisible. Et donc, je crois que ces groupes-là profitent de ça pour dire, vous voyez ce qu'elle dit, ça n'a pas de sens, parce que je veux dire, on est dans un monde tellement cartésien, tellement rationnel aujourd'hui, et déconnecté du sacré. Vous avez moins ça dans les pays de type africain. Moi, je suis antillais d'origine, je peux vous dire que c'est beaucoup plus... voilà, nous, on croit beaucoup plus à ces choses-là. Enfin, nous, si je me mets avec le peuple antillais, mais c'est-à-dire qu'il y a le Brésil, etc., reste très connecté par rapport au spiritisme, etc. Mais nous, en Europe, en Occident, justement, complètement déconnectés de tout ça, parce que bon, on est cartésien et que très peu de gens ont la foi, enfin, si je puis dire, la foi se perd, les églises se vident. Et donc, finalement, je crois que pour ces bourreaux, c'est beaucoup plus facile de dire, vous voyez, elle hallucine complètement, elle nous sort des choses complètement incroyables, parce qu'aujourd'hui, l'occidental ne croit plus au monde de l'invisible. Donc, je crois que ça laisse la porte ouverte à justement de se dire, mais c'est quoi cette histoire d'enfant? Quand vous parlez de rituels, qu'il fallait manger, l'histoire de l'ongle là, qu'on vous enlève et qu'il faut manger tout ça, les gens ne comprennent pas la symbolique qu'il y a derrière.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un dit mais pourquoi manger un ongle? Pourquoi couper la main d'un enfant? Pourquoi boire son sang? Quand on vous dit que c'est du symbolique, mais derrière les personnes... Quel voilà. symbolique, par exemple? Comme je l'ai dit, voilà, boire le sang d'un enfant. Alors moi, je ne suis pas spécialisée là-dedans, mais on imagine bien que c'est toujours l'idée du bain de jouvence, voler, entre guillemets, la pureté, l'enfant... La transgression. La transgression. Et puis voilà, l'enfant, c'est quand même, comme je disais, on sacrifie des agneaux, on ne sacrifie pas des taureaux. Donc l'enfant, c'est l'être pur, vierge, innocent, inoffensif. Et prendre une âme innocente, inoffensive au bon Dieu, parce que c'est entre un enfant de Dieu, si je puis dire, il y a quand même la notion de, voilà, je te vole une âme, une jeune âme toute vierge, toute pure, toute innocente, je te la vole et je la fais basculer dans le camp du mal. Et donc aussi, c'est s'octroyer la puissance. C'est-à-dire que, bon, il avait parlé d'adénochrome, mais sans parler d'adénochrome et de choses concrètes, moi je crois qu'au niveau symbolique aussi, c'est vraiment, comme le font les vampires, c'est aspirer la vitalité de l'autre. Et quand j'aspire la vitalité de l'autre, qu'est-ce que c'est? Vous savez, ce sont des délires démiurgiques, c'est-à-dire se prendre pour Dieu, se prendre pour le créateur du monde. Je crois qu'il y a des personnes, d'un point de vue égotique, narcissique, qui se prennent pour Dieu et qui tout simplement ont envie littéralement d'écraser les autres. Et donc pour ça là, pour avoir une puissance, parce que souvent ce sont des personnes qui dans leur vie ne réussissent pas ou autre. Et je tenais aussi à dire, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est qu'il y a un endoctrinement. Vous savez, vous sortez du métro, vous avez quelqu'un qui vous tend un papier, la scientologie et compagnie. C'est qu'ils cherchent à recruter des fidèles en permanence pour étendre leur pouvoir, pour étendre leur secte. Et les personnes les plus vulnérables tombent là-dedans parce qu'elles cherchent justement à aller mieux. Elles cherchent justement, vous savez, on cherche des réponses. On se dit, mais qu'est-ce qui fait que dans ma vie, j'arrive pas à m'en sortir? Et là, en vous associant au mal absolu, eh bien, en pactisant, ces fameux mots, en pactisant avec le diable, certaines personnes ont l'impression qu'elles vont se faire une place en or dans la société. Bon, évidemment, si on est croyant, on sait que c'est pas une place en or qu'elles se font, c'est une place en enfer. Mais ces personnes-là, voilà. Et donc aujourd'hui, on ne croit plus à toutes ces croyances, à tout ce monde de l'invisible. Et aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait, pour comprendre le témoignage de Madame, qu'on se reconnecte avec cette partie du sacré, avec cette partie de l'invisible, avec la partie de la croyance, et se dire qu'on est dans un monde matériel, mais il y a peut-être des choses immatérielles qui nous échappent, et il faudrait... voilà. Il faut revenir, voilà. Faut revenir à la spiritualité. Oui, tout à fait. C'est ça le secret. Moi, je peux vous dire que si j'avais pas été... J'ai été convertie au passage, dans mon chemin de guérison et de libération, sans la foi, moi, j'aurais pas tenu. Enfin, Oui, bah oui. Voilà, c'était impossible. Après, j'ai eu beaucoup d'aide... du ciel. Moi, j'ai vécu des choses qui sont, d'un point de vue cartésien, totalement impossibles. Donc, on va dire qu'il y a eu beaucoup de surnaturel dans ma vie et il continue à y en avoir beaucoup. Et voilà, c'est une forme de soutien. Moi, je voudrais rappeler un verset dans les textes sacrés qui dit là où le péché abonde, donc le péché, le mal abonde, la grâce surabonde. Et il faut croire et se relier à ça. Et tout à l'heure, Jean-Luc, vous avez évoqué l'expérience de 1000 grammes. Et moi, je voudrais juste montrer à nos auditeurs... voilà, je rappelais qu'il y a un très beau film d'Antonin Baudry qui s'appelle Le Chant du loup. Et moi, j'aime beaucoup ce film parce que on est dans un sous-marin, donc il y a des règles, il y a un système, il faut obéir à des ordres. Et à un moment, c'est d'ailleurs, je crois que le metteur en scène en témoigne dans la partie bonus, il dit ben, finalement, lui, ça l'intéressait de voir ce qui se passe dans un système où tout est bien huilé, où on doit obéir à des consignes, il se passe ça, vous faites ça, etc. Vous imaginez, dans un sous-marin, c'est quand même important, surtout un sous-marin lanceur d'engins nucléaires, et qu'à un moment, c'est la fraternité humaine, le lien humain, le lien de confiance qui va pouvoir créer autre chose, qui va pouvoir constituer une alternative aux règles d'un système. Voilà, et moi je crois beaucoup à ça, je crois beaucoup à ce qu'on fait aujourd'hui là dans l'émission, c'est-à-dire que on se relie par autre chose que des règles et un principe d'autorité que vous avez évoqué, Jean-Luc, et qui peut être totalement perverti. Cher Marc. Très bon film d'ailleurs, effectivement, comment une chaîne de commandement peut être brisée et rompue lorsque certains hommes en prennent la responsabilité face à une situation qui là, en tout cas dans le film, on est au bord d'une guerre nucléaire et en fait, finalement, on se rend compte que parfois, en tout cas j'espère que dans la vie réelle, c'est toujours le cas, la lucidité de certains hommes peut enrayer cette machine infernale et cette chaîne de commandement de 1000 grammes qui fait que tout le monde obéit de la tête de la pyramide jusqu'à la base. Et c'est vrai que moi, c'est ce que je retiens, c'est cette nécessité de briser le silence et de briser les règles et les tabous. Parce que malheureusement, l'invisible est devenu tabou. Du coup, parler de rituels, ça devient complètement tabou. Ah oui. Alors que, comme tu le rappelais si bien, les rituels païens, voilà, c'était quelque chose qui faisait partie de la culture des êtres humains, voilà, ces sacrifices, ces offrandes, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a des gens, eux, qui y croient. Oui.
Donc que ce soit vrai ou pas, en tout cas, il y a des gens qui y croient et qui peuvent, en tout cas, agir dans ce sens-là, au détriment des gens qui n'y croient pas. Et malheureusement, moins on y croit, plus ils sont impunis. Et la difficulté, c'est que c'est dans des lieux comme ça, de rituels, de lieux occultes, tout est possible. Surtout quand le pouvoir s'y mêle. On a rappelé, je l'ai rappelé ici sur ton plateau déjà, sur cette fameuse loge à Tanor, où là, on parlait de contrat d'assassinat, avec des membres de la DGSE, DGSI. Bon là, le procès a été renvoyé aux assises. C'est une affaire qui date de juillet 2020. J'avais reparlé de cette fameuse loge maçonnique à Tarbes. On avait retrouvé un adepte de l'Urbex, Joe Urbex, sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver, c'est officiel, a trouvé dans un ancien temple franc-maçon des ossements. Alors, le parquet a très vite dit qu'il s'agissait d'un squelette anatomique médical pour très très vite écarter une piste criminelle. Mais tout ça pose question, et quand on met ça à l'aune d'énormément de témoignages, comme celui d'Hélène, mais que moi, en tout cas, en tant que journaliste, j'en ai reçu, malheureusement en off, parce que c'est ce genre de témoignages, les personnes qui ont été au cœur de ce genre de loge ne veulent pas apparaître et témoigner, même anonymement. C'est beaucoup trop dangereux pour eux, mais parfois, ils se laissent aller à quelques confidences, et ça va dans le sens de ce que dit Hélène, et c'est ça qui fait froid dans le dos. C'est que des gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont aucun intérêt à diffuser des rumeurs, témoignent d'agissements qui vont dans le sens de rituels, de choses qui touchent à de la magie noire, à des croyances occultes. Et à partir de là, où est la place du citoyen et comment les victimes peuvent-elles être prises en charge? Parce que derrière, c'est des enfants. Il y avait Jean-Pierre Mocky qui en parlait déjà dans un de ses films sur les réseaux pédocriminels, Balais écarlates. Il y a énormément de gens qui sont sortis du bois. Et on a vu à quel point, surtout, c'est ça qui met la puce à l'oreille, les pouvoirs sont très 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 peu enclins à aller creuser dans la piste des réseaux pédocriminels et de ce qui s'y passe. On l'a vu avec l'affaire Zandvoort, on l'a vu avec l'affaire Doutreau. Donc à partir de là, on se dit qu'il y a sûrement des liens d'intérêt avec les plus hautes sphères du pouvoir et ces lieux de rituels qui sont opaques et qui nécessitent d'aller fouiner un petit peu nous en tant que journalistes et d'aller ouvrir et dégager la parole des victimes, parce qu'en fait c'est la première étape. Sans cette parole, il n'y a rien derrière qui peut être fait pour les prochaines victimes, parce que c'est toujours des choses qui sont en cours et il faut à tout prix en parler pour que ça s'arrête. Enfin, moi je voulais dire là-dessus, sur ce système d'omerta, on pourrait prendre un parallèle avec la mafia, c'est-à-dire qu'à un moment, donc, quand les gens se sont mis à parler, on a fait des grands procès, puis on a donné des protections pour que les gens parlent. Donc là, dans le problème des victimes, c'est que pour que la victime parle, il faut déjà qu'elle arrive à survivre et à s'en souvenir et à pouvoir traverser tout ce qu'on a dû tout traverser pour en être là aujourd'hui. Et je pense que du point de vue des bourreaux, qui parfois ont même été victimes dans leur enfance, il ne faut pas l'oublier qu'il y a des chaînes de mal qui se perpétuent souvent, c'est des lignées, c'est des choses qui se répètent. C'est compliqué parce qu'en vérité, les gens qui ont essayé de parler, il y en a beaucoup qui ont été exécutés, parfois torturés dans des conditions atroces. Donc moi je crois qu'il faut dire les choses très clairement, c'est qu'on ne fera pas la lumière sur tout ça sans martyrs. Voilà. Il y a des gens qui vont mourir au passage, il y a des gens qui sont déjà morts au passage, et que voilà, c'est simplement à un moment, plus il y aura de gens qui vont parler, bon, on pourra en tuer de plus en plus, mais à un moment ça va être plus compliqué. Vous voyez, il y a une histoire de défait de seuil, il y a une histoire, etc. Donc c'est toujours compliqué aux pionniers d'ouvrir la voie. Moi, je voudrais vraiment saluer le courage d'Anneke Lucas qui parle de ça depuis des années, qui a vraiment vécu l'enfer, qui est vraiment notre sœur de combat. Et voilà, moi, je voudrais vraiment lui rendre hommage ici parce que c'est très compliqué. Et puis, toutes mes sœurs de combat du film, tous ceux et celles qui risquent leur vie à parler, voilà, tous ceux qui ont parlé, qui sont morts, tous ceux qui sont de l'autre côté, je crois qu'on forme une grande chaîne entre morts et vivants. On forme une grande chaîne de solidarité. On est quelque part dans la même armée pour combattre ce mal. Et donc je voudrais vraiment inciter ceux qui nous écoutent, allez au Grand Rex le 20 juillet, allez voir le film, demandez à ce que le film soit programmé. Donc le 20 juillet, ce sera dans la grande salle du Grand Rex, la plus grande salle de cinéma d'Europe. Vraiment, allez-y, vraiment, aidez-nous. Voilà, si vous pouvez faire quelque chose pour aussi abattre ce mur de silence et cette omerta.
Ce que je voulais dire, c'est que ce film pourrait être le MeToo de la pédocriminalité, finalement. Finalement, c'est vrai que moi, j'ai assez d'espoir, parce que je me dis que, regardez ce qui s'est passé pour MeToo il y a quelques années, bon, même si c'est à une échelle beaucoup moindre, hein, j'entends, mais je veux dire, avant, dans certains milieux, on se permettait beaucoup de choses, et puis à un moment donné, il y a eu un MeToo, et une actrice qui a dénoncé un réalisateur. Ce réalisateur a pris une peine de prison, et aujourd'hui, dans le monde entier, eh bien, et en Occident, le MeToo fait que les hommes qui abusent de leur position de pouvoir au cinéma ou ailleurs sont inquiétés. Je ne dis pas qu'ils sont enfermés, mais ils sont déjà inquiétés. Et là, la parole des femmes se libère, de plus en plus de femmes témoignent, et il y a beaucoup de têtes qui tombent, si je puis dire, même si elles ne sont pas enfermées. Et donc peut-être que, effectivement, ce film de Pierre Bernarias sera un déclencheur, hein, avec, il y a eu l'autre film aussi qui est sorti là sur les enfants qui était Sound of Freedom. Sound of Freedom, qui est un film très très intéressant aussi. Eh bien peut-être que des actions comme ça feront qu'à un moment donné, eh bien il y aura d'autres témoignages. Je crois savoir que le réalisateur reçoit des gens, enfin Monsieur Bernarias a dit qu'il avait des gens qui l'appelaient de plus en plus, hein, moi aussi. Okay. Moi aussi, par rapport au fait que je sois passée dans l'émission, j'ai des fois des survivantes qui me demandent est-ce que vous pourriez pas me mettre en contact avec. Donc il y a des langues qui commencent à se délier. Et j'ai l'impression que ça peut entraîner un effet boule de neige et que petit à petit, un jour, on apprendra le nom d'une personnalité qui soit mêlée à un réseau. Mais ce qu'il faut, c'est réussir à avoir des preuves et qu'à un moment donné, on arrive à démontrer que telle personnalité, telle chose a agi de telle ou telle manière. Je sais qu'il y a eu Mitterrand qui a été, qui a été impliqué, etc. Enfin, j'ai entendu en tout cas des rumeurs, mais concrètement, il faudrait réussir à avoir des choses qui incriminent réellement la personne pour qu'on puisse ne pas nier, parce qu'évidemment, il va être panthéonisé, on le sait, hein, tous les Hollande et compagnie, toutes les personnes finalement qui ont fait ce qu'elles ont fait, à un moment donné, avec le temps, avec les années qui passent, sont au Panthéon, parce que finalement, on oublie, il n'y a plus de mémoire. Donc moi, je ne sais pas que je veuille salir la mémoire de Mitterrand, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas fait des choses très nettes, ne serait-ce que si je vais sur un autre terrain, en dehors du terrain pédocriminel, sur son alliance avec à Vichy, avec le gouvernement de Vichy, hein, avec Pétain. Regardez, aujourd'hui, ça passe crème. Personne n'a mémoire de ça. On est complètement en train de nous bassiner avec le RN, avec l'histoire du RN. Mais en fait, François Mitterrand, il est limite au Panthéon et tout va bien alors qu'il a pactisé avec, non pas le diable, enfin presque, avec Pétain. Il s'asseyait à sa table, il a été sous son régime. Bon. Donc finalement, je trouve que les gens n'ont pas de mémoire. Et qu'il faudrait réellement qu'on mette, en fait, les personnes, que ce soit le président actuel ou les autres qui sont au pouvoir, parce qu'on parle de ça aujourd'hui, hein, des sphères du pouvoir, des plus hautes sphères du pouvoir qui sont concernées, eh bien, il faudrait que ces personnes en aillent éplucher leur dossier en détail et qu'on dise et qu'on révèle et que ce soit prouvé. Mais j'ai l'impression qu'au niveau, alors j'entends la bien-pensance journalistique de gauche, hein, si je puis dire, j'ai l'impression qu'on veut taire les choses et qu'aujourd'hui on veut nous faire ce qu'on appelle, ce que je dirais, des portraits hagiographiques, c'est-à-dire, vous savez, puisque vous êtes dans l'église, c'est-à-dire en sainteté de ces personnes qui ne sont pour moi pas des saints. Donc ça serait bien qu'à un moment donné, ben voilà, j'espère qu'il y aura des gens qui diront et que ces grands noms seront impliqués, dénoncés, démasqués, et qu'on n'attendra pas leur décès d'ailleurs, puisque c'est souvent bien des années après qu'on apprend les choses. Moi j'aimerais du vivant de certaines personnes, notamment Emmanuel Macron et autres, qu'on apprenne tout un tas de choses. Mais bon, on verra. C'est un vœu. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont commencé à ouvrir la voie. Hein. Je pense à Carl Zero avec l'affaire Zandvoort. Ça, oui. C'est terrible dans les années 2000, bon, oui. Qui a très très vite été classé. On parle de milliers de photos d'enfants de moins de 13 ans sur un CD-ROM qui se baladait dans la nature et qui a été transmis à des journalistes français, entre autres, remonté jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. À l'époque, c'était Elisabeth Guigou qui était garde des Sceaux et qui ont fini par mettre le CD-ROM dans un placard. C'est-à-dire qu'aucun ne s'est posé la question de comment ça se fait qu'on retrouve des photos pédocriminelles d'enfants qui existaient réellement. Alors, à l'époque, il n'y avait pas l'intelligence artificielle pour créer des fausses images. Hein. On parle des années 2000. Oui. Internet était à ses balbutiements. Et le pire, c'est que beaucoup de ces enfants ont été reconnus par les parents eux-mêmes, qui venait, d'après Serge Garde, qui avait fait un article dans l'Humanité, qui venait à la rédaction de l'Humanité pour consulter les documents. Je veux dire, c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que les journalistes faisaient le travail de police et les parents venaient reconnaître leurs enfants dans les fichiers de la rédaction. Et derrière, il n'y a jamais rien eu, on n'a jamais eu le fin mot de cette histoire, comme l'affaire Doutreau, où on a eu notre Dupond-Moretti national qui allait casser la parole des enfants. Et c'est pour ça que le juge Durand a dit « on vous croit » dans son rapport de novembre 2023. C'est parce que la parole des enfants qui témoignent de ce qu'ils vivent, que ce soit des abus rituels ou juste des abus
pédophiles, c'est horrible, la plupart du temps, les gens ne les croient pas. Et dans le film de Pierre, Les Survivantes, on voit un extrait d'un passage où il y a un échange avec quelqu'un de la brigade des mineurs sur une maman qui appelle pour témoigner de ce que son enfant, de sa petite fille, raconte sur des abus, sur ses parties intimes, etc. Et la distance qu'il y a de cette personne qui est censée défendre les enfants et recueillir le témoignage et la plainte, parce qu'elle veut porter plainte, et qui lui dit juste « Non, mais ça, c'est des choses tout à fait normales, je vous conseille d'aller voir un psy ». Donc, il a été marqué dans l'inconscient collectif de notre pays que les enfants ne sont pas crus dans ce genre d'affaires et que ce genre d'affaires ne sont pas crédibles. Donc, comment voulez-vous que les personnes puissent se livrer la part la plus intime de ce qu'elles ont vécu, l'horreur, plus d'une fois, une fois qu'on leur a dit que c'était pas possible, la plupart du temps, d'ailleurs, j'avais interviewé Bruno Clavier, qui est un pédopsychiatre, qui parle de ces sujets d'inceste. Il dit, un enfant qui a vécu l'horreur, il ouvre sa bouche une fois. S'il n'est pas cru, il se tait à jamais. Ah oui. Parce qu'on ne peut pas, en tant qu'enfant, j'imagine, ayant subi ça, face à un mur d'incrédulité, se livrer plusieurs fois sur ce qu'on a vécu de plus horrible dans sa chair. Et c'est là où la parole de ces personnes comme Hélène dans ce film et dans d'autres des articles ou des choses qui peuvent libérer cette parole. Tout type de témoignage peut aller dans le sens de libérer la parole des autres qui se font tuer. C'est comme ça qu'on combat ce système, en témoignant, en informant, j'imagine. D'abord. Parce qu'on ne pourra pas avoir la preuve ultime. Les enfants qui ont été dans des réseaux et qui ont témoigné de choses incroyables à entendre pour l'esprit humain ne peuvent pas apporter la preuve ultime de ce qu'ils ont vécu. Donc on commence d'abord par le témoignage pour pouvoir débroussailler ce sujet complètement horrible qu'est la pédocriminalité, les rituels. Dites-moi, chère Hélène, le réseau dans lequel vous étiez enfermée, il existe toujours, il a toujours cours, il est toujours actif. Alors écoutez, moi je ne peux pas vous dire comme ça, mais je présume que oui, puisque je pense que si je prends l'exemple de l'église, le nettoyage n'a jamais été fait. Donc il n'y a aucune raison pour que ça se soit arrêté. Au contraire, ça n'a pu que proliférer. Quand on ne combat pas quelque chose, en fait, cette chose-là grandit. Il faut bien garder ça à l'esprit. Et par ailleurs, tout ce qui est programmation sur l'esprit, donc rituel MK Ultra, devenu monarque, etc. Ben non, ça s'est pas arrêté, ça s'est même étendu dans la société, ça a gangréné notamment tout ce qui est le système, le SAR système, donc tout ce qui est les arts, etc. Enfin, notamment dans le programme des chanteurs, enfin, on fait des... Voilà, donc non, ça continue. Je crois que ça continue parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui s'élèvent pour que ça s'arrête. Voilà, et que c'est toujours, les choses changent, vous savez, c'est toujours pareil, il faut qu'il y ait une petite minorité qui se mette à agir et puis quelque chose ensuite bascule. Mais tant qu'on ne sera pas assez nombreux à s'élever, ça ne s'arrêtera pas. Vous aviez dit tout à l'heure que vous étiez programmé pour tuer. Mais évidemment, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché sur vous. Est-ce que c'était qu'une expérience ? Comment ça se fait d'ailleurs que ça n'a pas marché ? Alors, ça a quand même bien marché, puisque moi j'ai dû tuer beaucoup d'enfants. Ça, c'est la première chose, puisque quand on vous entraîne pas uniquement sur des peluches, hein. On s'entraîne sur des animaux, puis après on vous entraîne sur des véritables êtres humains, voilà, et puis après on met un système de déclencheur. Moi j'ai vécu un moment où j'ai été mise sous déclencheur plus tard à l'âge adulte, et heureusement, je crois qu'il y a eu une intervention céleste, je ne sais pas comment dire autrement, mais voilà, j'ai pas tué à ce moment-là, mais bien sûr que j'ai tué par le passé, puisque j'ai été programmée pour faire ça dans mon enfance. Comment vous l'expliquez, Jean-Luc ? Alors, le système de déclencheur, bon, je l'explique si vous allez me dire, hein, si je vois juste, mais c'est le fameux contrôle mental qui part comme on le fait avec l'hypnose. C'est-à-dire qu'on
on va mettre madame dans un état, l'hypnose, c'est un état de conscience modifié. C'est-à-dire que pour la programmer, on va lui donner un certain nombre de codes. Et ces codes-là, on va lui seriner en permanence dans certains rituels, certainement, enfin dans des conditions particulières, de manière très redondante pendant des années, des mois et des mois. Et lorsqu'elle va se retrouver dans une situation X ou Y qui n'aura peut-être rien à voir, à ce moment-là, le code d'activation va lui être donné, ou ça peut être tout simplement, comme elle a dit, le fait de faire la vaisselle ou autre, il y a quelque chose qui va déclencher, en fait, cette programmation. Et donc, la personne peut à ce moment-là, comme sous hypnose, je peux vous dire, sous hypnose, si je vous hypnotise bien, quand vous sortirez, vous enlèverez vos chaussures dans la rue et vous marcherez en chaussettes. Vous allez me dire, non, je vais pas le faire parce que vous n'êtes pas dans un état de conscience modifié, monsieur Borowski. Mais je vous assure que si vous prenez un bon hypnotiseur, il vous hypnotise, vous sortez, vous enlevez vos chaussures et vous marchez en chaussettes. Donc voilà. Il vous le dira quand vous verrez un bus. Voilà, c'est ça le déclencheur. Lorsque vous verrez le bus, vous enlèverez vos chaussures. Donc vous marchez, vous voyez le bus, hop, vous enlevez vos chaussures parce que vous avez... c'est ça. C'est-à-dire que madame, à un moment donné, on la programme pour faire le mal, alors après à destination de qui ou autre. Mais encore une fois, beaucoup de gens vous diront ça n'existe pas. J'ai envie de vous répéter, regardez les expériences d'hypnose. On peut demander à quelqu'un d'enlever ses chaussures dans la rue s'il voit un bus. Donc si on peut le faire, si on peut faire ça, le mal, je vous assure, peut arriver à dire je veux qu'effectivement vous nuisiez à telle personne, tuez telle personne. Voilà comment ça marche, hein, vous me confirmez plus Oui, ou moins. puis ça peut être fait, vous avez tout à fait raison. Donc on les utilise, historiquement, on a utilisé des couleurs, des couleurs. de la Bible, tout un tas de choses pour faire ça. Mais ça peut être fait de façon beaucoup plus invisible aujourd'hui. Il suffit de vous balancer la bonne onde. Ah oui, alors ça, c'est une technique en fait, il n'y a même pas besoin de... c'est un déclencheur qui va directement aller sur votre cerveau et activer cette zone-là qui a été programmée. Mais la CIA fait beaucoup de recherches là-dessus. Énormément. Bien sûr. Énormément. Et MK Ultra, aujourd'hui, on l'entend de plus en plus. Les gens pensent que c'est une vue de l'esprit. Pas du tout. C'est référencé. Il y a eu des documents déclassifiés. Oui. N'allons pas croire que s'ils ont fait ça en pleine guerre froide dans les années 60-70, qu'ils aient totalement arrêté. Et donc, ces technologies, ces recherches ont proliféré. Et forcément, ont été utilisées par des personnes mal intentionnées. Maintenant, qui, comment, où ? C'est là la question. Mais moi, je trouve ça effrayant. Effrayant. Ouais, moi, je vous invite, par exemple, à lire, j'invite tous nos auditeurs à lire l'ouvrage d'une des survivantes du film, donc Chantal Frey, donc... Une survivante raconte, Chantal, elle fait partie du programme 50 Voices aussi, et elle explique ça très bien dans son bouquin Les déclencheurs. Elle explique comment elle mémorisait des codes, comment elle a été utilisée comme esclave sexuelle, comme enfant espion, etc. Et elle explique très bien comment ça se passait. Donc moi, je vous invite vraiment à lire son livre, Une survivante parle, Chantal Frey, qui fait partie de tout cet effort 50 Voices, donc 50 voix qui se sont élevées. Merci pour le livre de Chantal. Vraiment, lisez ça parce que ça vous permet de comprendre plein de choses. Et je voulais aussi rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à véhiculer le plus d'informations possible là-dessus. Il y a des personnes qui le font déjà actuellement, alors il faut en profiter. Je pense par exemple à Alexandre Le Breton sur sa chaîne YouTube et la chaîne aussi L'heure de se réveiller, LHDSR, qui parle très très bien de la façon dont certaines stars américaines ont été programmées. Et je pense qu'il y a effectivement un terreau dans ces élites culturelles américaines. Et d'ailleurs, certaines en ont témoigné. Paris Hilton est sortie de l'Omerta sur un établissement dans lequel elle a été, où il y avait des gosses de riches, où elle a été placée petite, où elle a été maltraitée, abusée, ritualisée. Alors, jusqu'où ces pratiques sont allées. Ça ne touche pas que des gens, entre guillemets, lambda, ça touche vraiment des élites et qui ensuite produisent des produits culturels qui vont influencer le monde entier. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'ensuite, derrière, on voit ensuite comment se construit tout cet édifice invisible pour influencer les esprits des plus jeunes. Oui, surtout que, concernant la pédocriminalité, les médias, les journalistes nous disent « Ah, mais ça ne se passe 95% du temps que au sein de la famille. » Oui. Ça les arrange bien de dire ça. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, on dédouane les réseaux, on dédouane bien sûr, tout le reste. Ils ne parlent jamais du CD de Zandvoort où il y a des milliers d'enfants, parce que si ça se passe que dans la famille, pourquoi ça se retrouve sur des CD-ROM? Donc ça, c'était il y a quand même 24 ans. Plus de 24 ans. Je crois savoir qu'il y a plus de 40 000 enfants qui disparaissent en France par an. Il y a dans les foyers. Où sont passés ces enfants? Il y a un scandale aussi dans les foyers, dans les placements des enfants. L'ASE, là aussi, il y a des placements abusifs. Bon, ça, c'est J'ai retrouvé un article de Mediapart. Non, mais c'est terrible. Ça, c'est sur Mediapart. Hein.
Donc, je cite une phrase d'un ancien inspecteur de l'aide sociale à l'enfance de l'Ardèche, qui est reprise dans cet article-là. Un enfant placé, c'est mieux qu'un puits de pétrole dans son jardin. Donc déjà, ça rapporte beaucoup de fric. Il parle de 230 à 260 euros par adolescent pris en charge par jour, que l'ASE reverse à des organismes privés. Donc déjà, il y a un business du placement dans ce pays. Alors je vous cite cet article parce qu'il y a eu un scandale récemment, donc ça c'est la face émergée de l'iceberg, on imagine ce qui peut se passer en dessous, mais en tout cas il y a des petites choses qui sortent, parce qu'en avril dernier, il y a une députée, Mathilde Panot, qui s'est pris sur ce sujet un scandale par rapport à un groupe de placement qui a des foyers en France, qui s'appelle le groupe Anvi, A-N-V-I, qui est actuellement un de leurs foyers qui est dans la Creuse, qui est actuellement fermé. Ils sont donc du coup en enquête parce qu'il y a eu des cas de témoignages de maltraitance, de travail forcé, dissimulé. Donc déjà, on n'est pas sur encore de la pédocriminalité, mais on imagine très bien que s'il y a ces dérives dans ce genre de foyer, d'enfants qui ne sont pas du tout protégés, qui ne sont pas du tout surveillés et qui sont dans des organismes privés payés avec l'argent public par l'ASE et qui ne sont jamais contrôlés. Et des foyers comme ça, il y en a partout sur le territoire. C'est un véritable business. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que dans ces foyers, il n'y ait pas du trafic d'enfants, des abus sexuels, ou plus, comme on l'a vu avec le témoignage d'une autre survivante qui était là sur votre plateau, Anne-Marie, je crois. Maria. Et qui a témoigné justement, qui elle est passée par ces foyers. On pourrait croire que c'est un cas isolé, mais pas du tout, puisque justement, ces affaires commencent à sortir. Et il faut voir aussi derrière que la plupart des enfants, eux, ne sont pas interviewés, ne sont pas crus, et ils sont dans leur isolement le plus profond. Et dans les survivantes, on voit à quel point ce qu'ils ont vécu à l'époque, alors aujourd'hui, des années après, elles peuvent en parler. Mais combien d'années ils ont dû vivre avec le silence ? C'est une double peine, en fait. Le silence de l'ASE, notamment, moi, ça me fait penser aussi au silence dans les églises. Dans toutes les grandes institutions, il y a une sorte d'omerta, parce que je crois qu'on se protège, et moi, je pense qu'il y a une chaîne d'intérêt. C'est-à-dire que je sais, et j'entends des témoignages, je pense qu'il y a des éducateurs, des éducatrices qui font des faux rapports, ça a été sorti. Alors, quel intérêt ils ont à faire ces rapports ? C'est-à-dire, en gros, ces rapports où, finalement, l'enfant va se retrouver placé dans certains placements abusifs, et finalement, alors que l'enfant n'a pas à être placé. Quel intérêt a l'éducateur à faire ça ? Quel intérêt a le juge des affaires familiales et des enfants à dire, par exemple, comme pour Madame Sadoc, que elle souffre d'un syndrome d'aliénation parentale et que, en gros, on l'accuse finalement de manipuler l'enfant ? Alors, quel intérêt ils ont ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une chaîne d'intérêt. Ce que je veux dire par là, c'est que vous parlez de l'argent, mais des fois, je me demande si certains juges ne sont pas pervertis, s'il n'y a pas des pots de vin, s'il n'y a pas des pressions. Nous, il y a des choses auxquelles on n'a pas accès, qui sont là, pour le coup, encore une fois, invisibles, mais où il y a en souterrain des gens qui tirent des ficelles pour arriver à ce que des placements se fassent ou ne se fassent pas, et que du coup, ces pauvres mères qu'on dit désenfantées se retrouvent sans leur enfant, alors qu'on a toutes les preuves que leur père les emmène soit dans des réseaux pédocriminels ou à abuser d'eux. Pour le cas de Madame Sados, c'est quand même flagrant. On a quand même un dossier épais qui montre que les enfants, puisque les enfants témoignent qu'ils ont vu papa, le zizi, machin, il a fait ci, machin, ça. Quel intérêt ont à mentir ces enfants ? Aucun. Et pourtant, la mère est toujours éloignée des enfants. Et même lorsqu'apparemment elle en a parlé sur Arte, dans un reportage, elle n'en a même pas parlé. En tout cas, elle a évoqué les réseaux. Hop, on lui a enlevé les quelques gardes qu'elle avait. Donc ça, c'est... Parce que la parole des enfants a été détruite avec cette affaire d'Outreau. Elle a fait beaucoup de mal, cette affaire d'Outreau. Oui. C'est qu'on a mis dans l'inconscient collectif que l'enfant, sa parole ne peut pas être fiable dans ce genre d'affaires. Et à partir de là, il y a énormément d'incrédulité. Plus que tu disais, il y a aussi des gens qui sont impliqués. Laurence Benet en parlait déjà dans un article pour Le Figaro en 2000 sur cette affaire d'Outreau, cette affaire Zandvoort. Il existe une criminalité organisée autour de la pédocriminalité. Bien sûr. Donc autour de cette pédocriminalité, il y a une mafia. Voilà le mot mafia. Il y a des réseaux, on parlait d'éloges tout à l'heure. Allez savoir combien de ces personnes se connaissent via ces réseaux occultes. N'oubliez pas non plus que chez les juges, Marc, il y a des pédophiles, des pédocriminels. C'est-à-dire que moi j'ai vu le jour dans les infos qu'il y avait un juge qui avait été condamné justement pour pédocriminalité. C'est-à-dire que dans le système, il y a des juges, il y a des prêtres, il y a des personnes puissantes qui elles-mêmes... D'ailleurs, un juge qui a mis sa fille aux enchères sur Internet. Qui a pris du sursis. Voilà, c'est ça. Mais justement, chère Hélène, est-ce que ce pays est malade de sa pédocriminalité ?
Alors oui, je pense que notre pays est malade, mais je crois que c'est notre monde qui est malade. Oui. Parce que je crois que c'est malheureusement extrêmement généralisé. Il y a aussi des filières d'importation d'enfants. Il y a des enfants qui viennent de l'Est, il y a des enfants qui viennent des pays plus défavorisés que le nôtre, donc des pays d'Afrique, des pays du Maghreb. Et l'enfant, ça se trafique. Voilà, ça se trafique pour le violer, l'exploiter, le découper en morceaux, prélever ses organes. On est dans un monde où finalement, ce qu'on défend le moins, c'est ce qu'on devrait défendre le plus. Et non dans un monde où il y a une immense inversion des valeurs. Hein, on fait passer le bien pour le mal, le vrai pour le faux. Et c'est des signes qu'on est dans des temps de grands combats spirituels. Oui. Aujourd'hui, vous n'avez pas confiance, j'imagine, dans les institutions, dans la justice, dans la police. Est-ce que vous avez, à l'époque, il y a quelques années, lorsque la mémoire est revenue, est-ce que vous avez cherché à porter plainte, à parler de votre histoire ? Oui, moi j'ai déposé plainte en 2013 contre mon père, je n'ai jamais eu aucun retour de la justice, je n'ai pas eu un simple courrier, rien du tout. Je ne crois absolument pas à la justice de mon pays, je crois en la justice divine, je crois qu'il n'y aura pas de justice humaine, moi, pour ce que j'ai vécu. Je crois, comme dans tous les milieux, qu'il y a des magistrats remarquables, qu'il y a des policiers remarquables, moi j'en connais quelques-uns. Voilà, je rappelle qu'il y a Martine Bouillon, dont on parle beaucoup dans le film, qui est très courageuse, qui a payé de sa carrière. Quand elle a commencé à dénoncer le fait qu'il y avait des charniers d'enfants, elle a été écartée. Voilà, donc moi je voudrais appeler tous les magistrats et tous les policiers, tous les gendarmes, je voudrais vraiment en appeler au courage, en appeler à, parfois, je ne sais pas si c'est désobéir est le bon mot, mais je veux dire faire passer la conscience avant l'obéissance hiérarchique quand elle permet de couvrir le mal. Voilà, quand elle permet de couvrir des choses qui sont juste totalement réprimées par notre code pénal. Et il y a un vrai sujet, parce qu'il y a toute une forme d'impunité qui se développe, parce qu'il y a un entre-soi, parce qu'il y a des réseaux, etc. Et il faut vraiment lutter contre ça. Et ça commence, lutter chacun à notre niveau. Vous voyez, c'est je choisis de ne pas me taire, je choisis de parler, je choisis de dévoiler, je choisis de ne pas obéir. Ça marche comme ça, en fait. C'est petit à petit qu'on fera avancer la lumière. Il y a quelque chose que j'ai vraiment, qui m'a bouleversé dans le film. Je vais essayer de ne pas spoiler, mais juste pour vous verrez les scènes que j'évoque, c'est la parole des enfants quand à un moment donné, il y a des témoignages pour une personne adulte dit ce qu'on lui a demandé de faire lorsqu'elle était enfant à d'autres enfants. Je ne sais pas si vous voyez la personne qui témoigne. Je ne veux pas dire la chose parce que les gens doivent aller voir. Et il y a aussi une sorte de chasse dans la forêt avec des enfants. Bon, là aussi, je ne donne pas les détails. Et je me dis, en fait, ça, le mot qui me vient, c'est perversion. Parce que l'adulte qui voit ça, qui organise ces chasses et qui demande à un enfant de faire autre chose sur un autre enfant, encore une fois, je ne dis pas les détails, on sait qu'il jubile à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a une jouissance du mal absolue. C'est-à-dire que l'enfant, il est terrorisé, et moi, c'est orgasmique pour moi, c'est terrible, moi, les personnes. Comment vous les expliquez ça? C'est la perversion. Orgasme psychologique. C'est le mécanisme de la perversion, c'est-à-dire, comme je l'ai dit plein de fois, la libido, elle est censée aller vers le plaisir pour des choses positives. Il vous fait plaisir, par exemple, de voir un enfant qui a un moment agréable où il mange une tarte au chocolat, vous le voyez heureux, et vous êtes content pour lui. Mais là, la perversion, c'est le contraire. Ce que vous voulez, c'est voir le mal absolu, c'est voir la personne qui souffre, et là, vous avez votre libido qui est excitée par le fait que l'autre est en souffrance. Et là, ça vous procure un plaisir et vous devenez presque accro à ça. Hein. Enfin, je veux dire, les personnes sont accros à cela. Et donc, ce que j'ai vu dans le film, j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce qui se passait dans la tête d'adulte? Nous, ça nous répugne parce que nous ne sommes pas des pervers. Et donc, si on était dans ces chasses à courre et qu'on voyait ce qui se passait, on serait écœurés. Mais ils ressentent une jouissance tout aussi importante, mais inverse à notre écœurement, de voir que les enfants sont apeurés et essaient de survivre et que finalement, ils n'y arriveront pas. Donc, voir l'enfant agoniser, là, c'est un plaisir immense. C'est-à-dire que, vous savez, dans les violeurs, quand vous violez un enfant et tout ça, ce qu'ils recherchent aussi, c'est de voir la souffrance de l'enfant. C'est de voir aussi l'enfant qui lutte, qui ne veut pas cet acte. Parce que si l'enfant se laissait faire, il n'y aurait pas le même plaisir. Donc, ça, j'ai vraiment, en psychologie, ça s'appelle de la perversion. Et qu'à un moment donné, de toute façon, ça ne se soigne pas chez ces personnes-là. C'est-à-dire que, bon, moi, vous ne m'avez pas demandé, j'ai noté tout un tas de choses, mais je vous disais comment on peut s'en sortir. Ça, c'est pour la personne qui a vécu. Mais comment le bourreau peut être soigné, entre guillemets, également, on n'en parle pas, mais pour moi, je pense qu'il y a des cas, ce genre de cas, c'est irrécupérable. C'est-à-dire que ce sont des personnes qu'il faut mettre à l'abri de la société, dans des prisons spécialisées ou autres, puisque aujourd'hui, on ne condamne plus à mort ou quoi que ce soit, mais il faudrait les mettre hors d'état de nuire. Alors, je sais que vous avez parlé que vous leur souhaitiez, j'avais vu dans un reportage, qu'on les exorcise.
C'est-à-dire que finalement, c'est des personnes qui sont elles-mêmes possédées, tout ça. Bon, ça, c'est pour le côté spirituel. Mais pour le côté purement de la loi, je pense que ces personnes-là devraient être mises hors d'état de nuire parce qu'elles sont irrécupérables. Quand vous êtes pervers à ce point de jouir de la souffrance d'un enfant qui, dans une forêt, essaie de survivre parce que vous l'avez mis dans des conditions extrêmes et que vous profitez de lui et tout, eh bien, c'est que vous êtes, pour moi, irrécupérable pour la société. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Hein, j'assume complètement. Cher Marc, irrécupérable? Ouais, dans un premier temps, je pense qu'il faut d'abord, effectivement, si on pouvait reprendre le contrôle de nos institutions, mettre très vite ces personnes hors d'état de nuire, comme tu disais. Oui. D'autant que c'est terrible, parce que moi, on en a parlé plusieurs fois sur ton plateau de ce sujet. À chaque fois, ça me touche intérieurement, parce que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont été touchées, pas par des réseaux, mais par de l'inceste ou de la pédophilie. Et ces personnes ont mis 20, 25 ans, 30 ans à en parler dans le secret d'une intimité, voilà, parfois qui prend du temps. Des gens qui me sont très proches et je pensais pas. Je connais les chiffres parce que je suis journaliste et que effectivement c'est officiel. On parle de 18-20% d'enfants, que ce soit en France ou dans le monde, qui sont victimes d'abus ou de maltraitance ou d'inceste. C'est quand même un enfant sur 5, hein, la plupart du temps des jeunes filles. Mais quand on a des gens qui nous sont proches, qui témoignent, que ce soit à travers un film, après on se rencontre, on voit ces personnes-là physiquement. Quand c'est des gens qu'on aime, qu'on connaît depuis longtemps, qui se livrent au bout de 5, 10, 20 ans, et qui nous racontent des choses très souvent liées à de l'inceste, et qu'on voit qu'elles ont vécu le même processus d'invisibilisation de leur souffrance, d'incrédulité, et qu'elles se sont enfermées dans le silence elles-mêmes, quand ce n'est pas l'amnésie, parce que parfois, quand on est trop jeune, le cerveau se protège et crée un phénomène d'amnésie, ce qui est terrible pour la victime, qui a parfois que des bribes partielles de ce qu'elle a vécu et qui doit reconstruire le puzzle de ce qu'elle a vécu, sans en être totalement sûre. Nous, j'ai envie de dire, les personnes qui n'avons pas vécu ça, et parfois j'ai l'impression qu'on devient une minorité dans ce monde de fous, Ben oui. on a un rôle à jouer, c'est déjà d'être présent, d'être croyant dans le sens de croire à leurs paroles, et d'être solide. Parce qu'il faut encaisser, alors vivre ces choses-là, c'est terrible, l'entendre, c'est dur. Et il faut encaisser ça, rester solide pour ces personnes. Quand on est journaliste, faire le job. Alors il y en a qui l'ont fait, il faut suivre leurs traces. Hein. Je parlais de Serge Garde, Laurence Beneux, Jacques Thomay, Carl Zéro, et bien d'autres. Et quand c'est pas notre métier, il y a un travail qu'il faut faire, parce qu'on ne peut pas juste botter en touche et dire bon, faut prendre des médicaments, aller voir le psy et faire une thérapie. Ça doit être très utile et très nécessaire. Mais l'entourage a un rôle à jouer. Et très souvent, les victimes de ces actes-là sont victimes de l'incrédulité de leur entourage. Et c'est vraiment le dénominateur commun que j'ai relevé, c'est cette non-croyance de ce qu'elles ont subi. Merci, cher Marc. Dites-moi, chère Hélène, comment vous vivez aujourd'hui avec ce traumatisme? Moi, je suis beaucoup en survie. C'est plus lié aux tortures par ondes, parce que mon passé, je l'ai pas mal métabolisé. Donc, entre guillemets, aujourd'hui, je ne suis plus torturée classiquement, on va dire, mais je continue de torturer par ondes. Donc, en fait, voilà, moi, c'est ça qui reste très, très difficile pour moi. Y compris, donc, attaquer dans ma psyché, dans mes pensées, dans mes émotions, mais de façon technologique, on va dire les choses comme ça. Donc, ma vie est extrêmement difficile à cause de ça. Et moment, j'invite toutes les victimes aussi, qui sont victimes de ce type de harcèlement électronique, de torture électronique. Je rappelle qu'il n'y a jamais aucune procédure qui a abouti, que la seule qui avait été entamée aux États-Unis a été classée secret défense. Donc, on voit les implications qu'il y a derrière. Moi, j'invite aussi les personnes à chercher, à essayer de comprendre. Enfin, voilà, j'entends que l'entendement puisse parfois dire non, c'est pas possible, mais vous savez, c'est tellement caché que c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Mais qu'en même temps, si vous ne savez pas que ça existe, ça peut être utilisé contre vous sans que vous vous en rendiez compte. Donc, le phénomène de prise de conscience, il est extrêmement important aussi pour toute la société. Qu'il y a des dizaines d'années, il fallait ritualiser plutôt les gens pour pouvoir ensuite les avoir sous contrôle, mais qu'aujourd'hui, c'est devenu extrêmement simple de faire ça avec la 5G, avec les téléphones portables. Voilà. Donc, moi, vraiment, je lance un cri d'alerte
un cri d'alerte en expliquant à l'ensemble de nos auditeurs que oui, nous sommes largement aujourd'hui tous sous contrôle mental. Et votre vie personnelle, comment vous y arrivez J'imagine aussi que vous avez une brillante carrière et puis tout ça, c'est parti. Comment vous vivez tout ça? Alors moi, je fais plus carrière depuis un moment, depuis que j'ai commencé à me souvenir à peu près, ça date de ça. Voilà, j'essaie de faire carrière avec le ciel, je crois que c'est beaucoup plus prometteur finalement. Et moi, je vis à la campagne, voilà, j'ai une vie relativement saine, relativement, on va dire, monacale. Mais dans cette vie monacale, et même au milieu de la nature où j'habite, voilà, moi, je suis constamment intrusée et torturée par ces armes-là. Et je parle aussi aujourd'hui pour qu'il y ait une prise de conscience qui se fasse. Voilà, et je dois dire que si moi je tiens vraiment qu'avec la foi. Moi c'est vraiment la chose qui m'aide à tenir et que si j'avais pas ça, je serais plus devant vous pour témoigner. Je me permets une très courte question parce que c'est vrai que cette question des ondes, j'imagine que beaucoup se la posent et on voit que c'est pas anodin, c'est des technologies qui existent. Est-ce que selon vous, on peut s'en protéger ? Alors, techniquement, c'est très compliqué. Il y a des ondes qu'on peut arrêter, mais il y a des ondes, il n'y a rien qui les arrête. Il n'y a rien qui les arrête, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de technologie que vous puissiez appliquer dans votre vie courante qui empêche ça. Voilà. Après, il y a une chose qui marche, plus ou moins, qui marche toujours, mais on ne voit pas forcément l'effet, c'est la prière. C'est vraiment la reliance au divin, parce que si on est dans un monde où quelque part notre créateur, quels que soient les mots qu'on mette dessus, la source, peu importe, a tout créé, il tient tout dans sa main. Et il tient même ce qui est lié au mal, les technologies. C'est pour ça que moi je vous parle autant de ma foi, parce que c'est quelque chose qui m'aide à tenir, même s'il y a des moments qui sont extrêmement difficiles. Dites-moi, chère Hélène, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui ? Souhaitez-moi de ne pas perdre la foi. C'est quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qui me tient en vie. Voilà, moi j'appelle aussi à tous ceux qui nous écoutent à élever un mur de prière, à nous soutenir par leurs prières. Si vous n'êtes pas croyant, c'est pas grave, vous allumez une bougie, vous m'envoyez des bonnes ondes, tout ça marche. Il n'y a pas de forme particulière pour ce genre de choses, mais comprenez que tout est interdépendant. Et si moi je parle, c'est aussi parce que ces technologies, elles sont là aujourd'hui, qu'on est déjà sous contrôle mental et que demain ça peut être vous. Soyez torturés, voilà. Donc moi je parle aussi parce que pour l'humanité, je parle pour qu'on puisse vivre dans un monde où ce genre de choses soit totalement proscrite et interdite. Merci à vous pour cette très belle émission. Allez voir le film Les Survivantes. Si vous êtes sur Paris, je crois le 20 juillet au Grand Rex à 20h, il y aura une grande séance Les Survivantes. Si vous êtes en province, appelez vos cinémas, envoyez des mails, dites-leur qu'il faut programmer Les Survivantes. Vraiment, c'est un film d'utilité publique. Je remercie notre ami Marc. Marc, le prochain numéro de Nexus. Prochain numéro sur une autre manipulation, celle de l'IA qui s'immisce dans les JO et dans le contrôle des citoyens. Voilà, ça c'est le numéro de juillet-août 2024, disponible en kiosque et sur nexus.fr. Faire attention à ce qui nous prépare aussi sur le terrain du contrôle numérique. Merci, cher Jean-Luc. Vous préparez donc ce livre qui arrive bientôt. Alors non, celui-là, il est déjà écrit. Non, pas celui-là, mais un autre. Mais dans celui-ci, pour revenir à ce que disait madame, l'enfant, l'instrument du conflit parental, l'enfant qui est instrumentalisé, vous savez que la protection de l'enfance, c'est vraiment mon souci. Moi, je voulais dire que ce qu'on minimise, c'est l'ensemble des symptômes. Madame a parlé de mémoire kinesthésique. Et moi, je voulais juste revenir sur le fait que ça demande une énergie énorme pour ne pas se souvenir. Quand on a parlé d'amnésie traumatique, on parle d'amnésie dissociative. Ça veut dire que le cerveau, on essaie de déconnecter, mais il ne faut pas croire que ça se fait facilement. Le sujet qui est en amnésie dissociative, il a une énergie folle pour ne pas se souvenir de ça. Et en fait, derrière cette énergie, ça donne quoi? Des troubles du comportement alimentaire, TCA, des insomnies, tout un tas de symptômes, de la dépression, de l'habilité de l'humeur. Bon, j'ai noté des addictions, des symptômes. C'est-à-dire que madame, à travers son corps et à travers elle et toutes les personnes qui connaissent, qui ont connu des traumatismes, leur corps parle, leur mal-être est présente par tout un tas de symptômes. Et ce que j'ai envie de dire aux spectateurs, c'est que si vous avez tout un tas de symptômes, il faut
toujours se questionner, parce qu'aujourd'hui, on veut tuer la psychanalyse, dire que ça n'existe plus, mais il faut toujours se questionner pour dire, mais pourquoi moi j'ai autant de symptômes? Parce que les symptômes sont révélateurs d'un traumatisme. Alors pour madame, le traumatisme est énorme, mais même pour les personnes qui n'ont pas forcément ce traumatisme-là, on l'a vu dans les histoires d'inceste tout court, si je puis dire, même si je ne veux pas mettre de gradation dans l'horreur, parce qu'un inceste, c'est déjà horrible, mais les personnes ont une amnésie traumatique, mais se disent, mais pendant des années, j'étais mal. Quand dit madame, quand je faisais la vaisselle, j'étais mal, je ne savais pas pourquoi. Tout ça sont des signes qui sont annonciateurs d'un traumatisme vécu. Et aujourd'hui, on devrait refaire sa place à la psychologie. Bon, c'est ce que j'explique dans ce livre. Il y a tout un tas de symptômes que les enfants connaissent une fois adultes qui révèlent les traumatismes passés. Merci à vous, cher Jean-Luc. Merci. En tout cas, merci beaucoup Hélène pour ce témoignage puissant et fort, et merci beaucoup pour votre courage, et on vous souhaite évidemment le meilleur, et on sera présent le 20 juillet. Passez une excellente soirée, voilà, relayez à fond cette vidéo, il faut que les gens sachent, et malheureusement les gens ne savent pas encore, donc relayez à fond, ouvrons les yeux de la population. Merci, passez une bonne soirée et à demain, 18h30. Salut, ciao. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.